Avant de vous donner la parole, je vais vous proposer à vous tous de regarder un petit film qui va nous permettre de bien poser le sujet de cette première table ronde. Regardez. Les missions du pharmacien, de la théorie à la pratique. En 10 ans, le métier de pharmacien s'est profondément transformé, l'officinal endossant de plus en plus le costume de professionnel de santé. Tout commence en 2009 avec la loi HPST, défendue par Roselyne Bachelot, dans laquelle figure un grand nombre de propositions de la FSPF. Sans cette loi, les nouvelles missions rémunérées n'auraient jamais vu le jour. La décision de Xavier Bertrand, concrétisée par Marisol Touraine, d'étendre le champ conventionnel avec l'assurance maladie au-delà du tiers payant et d'introduire une part d'honoraires dans la rémunération a permis de franchir une nouvelle étape. Parallèlement, les entretiens pharmaceutiques et les bilans de médication se sont mis en place. Puis, par la volonté d'Agnès Buzyn, la vaccination antigrippale et à partir de l'année prochaine, la réalisation des tests de dépistage des angines bactériennes à l'officine. La loi de santé adoptée l'été dernier élargit encore les missions du pharmacien. Dès le 1er janvier, il pourra dispenser certains médicaments de prescription médicale selon des protocoles définis dans le cadre d'un exercice coordonné. Les officinaux seront bientôt également autorisés à prescrire des vaccins, substituer un médicament d'intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture de stock ou encore renouveler des traitements chroniques et en ajuster la posologie lorsqu'ils seront désignés comme correspondants par le patient. Enfin, ils deviendront acteurs du télésoin et seront habilités à accompagner certains actes à distance par vidéotransmission. Toutefois, des freins demeurent et certaines missions peinent à décoller. La faute à un mode de paiement décalé dans le temps et à une procédure d'enregistrement des entretiens pharmaceutiques sur le site Amélie Pro beaucoup trop contraignante. Comment améliorer le dispositif? Comment les nouvelles missions sont-elles imaginées? Comment sont déterminées leurs modalités de mise en œuvre? Comment est fixée leur rémunération? Les réponses avec nos invités. Voilà, des réponses avec nos invités. Et je vais commencer avec vous, Philippe Bessé, si vous le voulez bien. On a vu donc dans cette bande-annonce que le métier du pharmacien s'était profondément transformé, notamment dans les 10 dernières années, avec l'arrivée de nouvelles missions. Comment la FSPF a obtenu ces évolutions ? On est dans un pays de vin ici à Bordeaux et avant la vendange, il faut beaucoup travailler. Il faut planter, il faut travailler le sol. C'est un travail de longue haleine. Si je voulais donner un top départ là-dessus, c'est l'université. C'est la formation, tout par de là. C'est nos maîtres qui ont fait évoluer ce métier il y a maintenant assez longtemps. Je dirais que c'était dans les années 80, début des années 80, fin des années 70, avec deux choses. D'une part, le diplôme d'état de docteur en pharmacie, l'obtention pour les pharmaciens du grade docteur. Et la deuxième chose, c'est la 5e année, l'hospitalo-universitaire, c'est-à-dire une année passée à l'hôpital, en externat, en contact avec les médecins, en contact avec l'hôpital, qui a au départ façonné ce nouveau métier. De là, on imagine des choses. Et les choses qui sont naturelles, qui deviennent naturelles par la formation, se retrouvent dans la tête des politiques, dans la tête des décideurs des professions. Et pour refaire l'historique, évidemment, la loi, ça a été dit dans l'intro, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire a été un élément majeur puisque c'est dans le Code de la santé publique et tout découle de la loi que les missions du pharmacien ont été inscrites. À partir du moment où, dans le Code, on a dit les pharmaciens, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ils sont des professionnels de santé de première cour qui exercent dans des officines et ils ont comme mission la dispensation du médicament. C'est leur cœur de métier, avec tout ce que ça revêt comme responsabilité. Et au-delà de ça, ils ont des missions sur la prévention, le dépistage, l'accompagnement des patients chroniques. Et ça, c'est en lien avec les autres acteurs du premier cours, que sont les médecins et les infirmiers. De ça, on peut travailler. C'est dans la loi, à partir de ça, on peut travailler. Rien ne se passe sans ça. Après, il faut travailler en conventionnel. C'est-à-dire qu'au moment qu'on a travaillé qu'on a la base législative sur le socle du rôle du pharmacien, eh bien, il faut voir qu'est-ce que ça donne pour ce rôle du pharmacien dans le champ du remboursement. Parce que nous sommes dans un pays où le
le soin est socialisé, le paiement du soin est socialisé, et donc l'assurance maladie a une grande responsabilité dans qu'est-ce qui, est dans le champ du possible, doit être dans le champ du remboursable. Et comment on s'organise, comment on priorise, comment on effectue la tarification. La tarification a été le grand moment de ce changement. Parce que pour arriver à matérialiser ce qu'il y a dans la loi, il fallait changer le mode de rémunération. On ne pouvait plus être dans un système de marge, c'est-à-dire dans un système de commerce. Il fallait transformer sur un système d'acte. Nous avons eu pour ça la chance d'avoir des ministres, une succession de ministres qui nous a accompagnés, avec des grands serviteurs de l'État qui ont été à nos côtés et qui ont suivi le processus et qui le suivent encore. L'un d'entre eux, très célèbre, que je ne vais pas citer, mais m'a envoyé un SMS mardi matin en me disant, avec la une du Monde, avec la vaccination par les pharmaciens, avec ce message, il y a des jours qui rendent heureux. Oui. Et je lui ai répondu, s'il n'y avait pas eu un certain rapport, rien ne se serait passé. Voilà. Et donc la question, c'est que il fallait transformer ce mode de rémunération. À partir du moment où nous sommes payés un honoraire, où nous avons des ROSP, où nous avons des forfaits, où nous avons ouvert tous les canaux, eh bien nous pouvons accéder à ces nouveaux actes et travailler en concertation. Dernier point et dernier mot là-dessus, jamais, à aucun moment, dans l'évolution de ce métier, il n'a été fait contre quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été fait, on n'a jamais dit, on ne s'est jamais réunis en disant tiens, on va piquer le boulot des médecins ou tiens, on va piquer le boulot des infirmiers. Jamais, à aucun moment. On a toujours, au contraire, essayé de faire en sorte que les évolutions du mode de pharmacien soient d'une part acceptées, expliquées et respectueuses des autres professions. Et la présence dans la salle et à ce congrès de mon confrère de la CSMF, du président du syndicat des médecins libéraux, du président de la Fédération nationale des infirmiers, est un signe que l'évolution est en marche dans une bonne harmonie. Nicolas Revel, on ne va pas rentrer dans le secret des négociations. Oui, non, mais allez-y, je vous en prie, discutez. On est là pour ça aussi, si vous n'êtes pas d'accord. Il n'est pas question de rentrer dans les négociations conventionnelles, évidemment, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment sont déterminées les missions qui pourraient être confiées aux pharmaciens et sur quels critères repose justement la fixation de leur rémunération? D'abord, merci pour évidemment cette invitation annuelle, à laquelle j'ai toujours beaucoup de plaisir à participer. Les sujets restent un peu toujours les mêmes. Parce que nous avons, je pense, à cœur notamment sur ces nouvelles missions, de les développer et d'en réussir la mise en œuvre. Juste un petit mot avant de répondre à vos deux questions, pardonnez-moi, mais juste un mot pour dire la conviction qui est celle des pouvoirs publics et de l'assurance maladie de ce que ces nouvelles missions, puisque le titre c'est de la théorie et la pratique, disons un mot de la théorie. La théorie me semble réellement excellente. Et il n'y a réellement aucun doute sur le fait que les enjeux auxquels notre système de santé est confronté obligent absolument à ce que nous puissions construire des réponses qui s'appuient sur le plein champ de compétences de tous les acteurs. On a besoin réellement de tous les professionnels pour pouvoir répondre à ce double défi très compliqué et qui va durer, de comment on accompagne ce développement des pathologies chroniques et du vieillissement, et comment on répond à la tension sur l'accès aux soins en jouant précisément sur le champ de compétences des uns et des autres. Et on y ajoute évidemment un élément qui est en train de se mettre en place doucement mais sûrement, qui est que, évidemment, dès lors que plusieurs professions interviennent, il est indispensable que ça se fasse dans un cadre coordonné. On y reviendra peut-être. Les éléments de la coordination, les outils de la coordination, les règles de la coordination sont en train de se déployer. Alors maintenant, j'en viens à votre question. Vous voyez bien que les sujets de mission sur lesquels nous travaillons avec la profession maintenant depuis pas mal d'années, ça se construit progressivement. Et ça se construit à la fois avec une double inspiration, celle qui procède d'un travail que nous menons dans des groupes de travail qui se réunissent dans le cadre conventionnel. Et c'est un peu ainsi que sont nés des entretiens d'accompagnement ou le bilan partagé de médication,
ou bien même demain, puisqu'on va y travailler sur l'accompagnement des personnes atteintes d'un cancer et sur lesquelles on souhaite monter un accompagnement sur la prise de produits anticancéreux par voie orale. Et puis, il y a aussi une deuxième impulsion qui est celle des autorités sanitaires et qui vont se poser une question sur la couverture vaccinale et ainsi considérer que pour pouvoir franchir un cap, on doit pouvoir étendre le champ de ceux qui peuvent vacciner, ou bien sur le phénomène très préoccupant de l'antibiorésistance, qui est un énorme sujet de santé publique. Comment faire en sorte que nous puissions dispenser à bon escient, de manière extrêmement pertinente, ces médicaments qui, aujourd'hui, on le sait, en France, le sont dans des proportions beaucoup plus importantes que partout ailleurs en Europe autour de nous. Voilà. Donc c'est cette double source d'inspiration. Ensuite, il y a un très long travail qui se fait entre les syndicats, l'assurance maladie, mais rarement l'assurance maladie seule, parce que nous avons aussi à cœur de bien y associer le ministère, parce qu'il y a souvent une base réglementaire qui doit intervenir pour pouvoir cadrer l'activité, l'INCa, quand il s'agit par exemple des produits anticancéreux, la Haute Autorité de Santé, chaque fois que nous définissons un nouvel acte, une nouvelle prise en charge, ça a été le cas du bilan partagé des médications. Donc ça prend un peu de temps, il faut construire les choses, le faire dans un cadre qui soit médicalement, scientifiquement sécurisé, parce qu'il serait irresponsable de construire ou de bricoler quelque chose qui exposerait d'une certaine manière la responsabilité des pharmaciens dans une mission qui ne serait pas bien posée et bien encadrée. Et puis ensuite, il y a un temps de négociation qui, pour le coup, relève d'un schéma beaucoup plus classique. Mais jusqu'à présent, nous avons toujours réussi à nous entendre sur ce point. Pierre-Jean Lancry, vous avez été directeur délégué au risque de la Caisse nationale d'assurance maladie, directeur d'une agence régionale de santé. Aujourd'hui, vous êtes vice-président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Quel regard est-ce que vous portez sur la conception et la mise en pratique des missions des pharmaciens ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié à cette table ronde. On dit en général que le diable est dans les détails, mais dans notre système de santé, le diable est dans les cloisons. Et ça a été évoqué par M. Revel, ça a été évoqué aussi au départ par l'adjoint au maire. Donc c'est une réalité que vous connaissez tous, c'est qu'on a un problème de coordination, que ce soit pour l'évolution des pathologies, on est passé de l'aigu au chronique, mais aussi de l'hyperspécialisation qu'on a dans nos professions médicales. Il y a ce besoin et tout ce qui contribue à améliorer la coordination entre professionnels de santé, c'est une très bonne chose. Le Haut Conseil, dans tous ses avis, a mis ce point en avant. Le deuxième point qui me paraît très important, et sur lequel je souhaiterais insister, c'est qu'on doit nécessairement passer d'une approche du système de santé par l'offre, c'est-à-dire où on s'intéressait essentiellement, voire exclusivement, aux structures de notre offre de santé, aux établissements hospitaliers, à l'implantation de telle ou telle spécialité. On doit passer de ce modèle-là à un modèle en termes de besoins, c'est-à-dire une analyse de la santé à travers les besoins de la population. Tant qu'on n'aura pas fait ce changement de modèle, changement de programme dans notre approche, eh bien, on ne réglera pas, à mon avis, non seulement mon avis, mais c'est l'expression du Haut Conseil, on ne réglera pas les questions de notre système de santé. Donc tout ce qui contribue, et Monsieur le directeur général de la CNAM l'a évoqué, et Philippe Bessé aussi, tout ce qui contribue à la coordination et une approche différente, un renforcement du rôle du pharmacien, que ce soit dans son rôle de conseil, que ce soit dans son rôle de meilleur connaisseur des besoins de santé parce qu'il est en contact direct, parce que le maillage territorial des pharmacies est une chose excellente dans notre pays.
Donc tout ce qui permet de contribuer à cette coordination et cette approche par les besoins me paraît utile. Alors pour répondre précisément à votre question, on voit qu'il y a du chemin qui a été parcouru, ça c'est clair. On faisait hier à table, on évoquait nos souvenirs. C'est toujours mauvais signe lorsqu'on fait ça. Avec les Philippe. Vous avez remarqué que, si vous appelez pas Philippe, vous avez du mal ces temps-ci à présider une fédération pharmaceutique. En 30 ans, hein, depuis le démarrage de la réforme sur les marges officinales et la marge dégressive, il y a eu un chemin qui était très important qui était parcouru. Donc on a aujourd'hui encore des progrès à faire, mais dans l'ensemble, le développement de votre fonction de conseil, le développement de la dispensation protocolisée, tous ces aspects qui font que vous allez pouvoir travailler en coordination est une chose que nous avons appelée de nos souhaits et qui va dans le bon sens. Il reste beaucoup de problèmes à régler. Pas uniquement des aspects techniques, hein, mais aussi de conception. Il ne faut pas, ça a été dit, et j'insisterai là-dessus, il ne faut pas que votre profession apparaisse comme concurrentielle des autres, parce qu'on met en place les CPTS aujourd'hui. Si on se dit que certains veulent tirer des avantages que d'autres n'auront pas, eh bien, à un moment, c'est vous qui tenez la queue de la poêle, et puis à un autre, c'est d'autres. Et donc, il n'y aura pas de travail en coopération. Or, c'est l'élément majeur que j'ai vu à la fois dans les aspects, puisque c'est de théorie à la pratique, dans les aspects théoriques avec le Haut Conseil, et lorsque j'ai eu à gérer l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie, c'est ce qu'on constatait, mais quotidiennement, sur ces blocages et ce travail en silo des professions. Tout le monde était de bonne volonté, mais on n'arrivait pas à obtenir une coopération des uns et des autres. Merci Pierre-Jean Ancret. Alors Philippe Boutin, tout à l'heure, Philippe Besset disait rien n'est fait contre qui que ce soit, etc. Vous êtes médecin, de nombreux médecins pensent que les nouvelles missions qui sont accordées aux pharmaciens viennent empiéter sur le travail des médecins. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Tout d'abord, merci d'avoir invité la CSMF et je vais remplacer Jean-Paul Ortiz qui est retenu à une autre réunion en Espagne. Je vais essayer de le faire le mieux possible. Et je pense qu'il y a 3 choses à dire en préambule. La première, c'est que je suis un farouche défenseur de l'exercice en groupe. En regroupement, j'ai une MSP, j'ai construit une MSP pluriprofessionnelle avec des spécialistes. Et là, je reparlerai du deuxième recours tout à l'heure. J'ai fait, au titre de la présidence de l'URPS Poitou-Charentes des médecins, j'ai mis en place le système Azalée, qui est passé après dans les nouveaux modes de rémunération et maintenant donc qui vit sa propre vie. Et je suis, à titre personnel, mais la CSMF aussi, un ardent défenseur d'une approche populationnelle du système de santé. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci particulier sur le plan de la discussion. Après, est-ce que les médecins ont quelque chose à reprocher ou sont en concurrence ou se sentent en concurrence avec les pharmaciens ? Pas plus qu'avec les IPA, pas plus qu'avec les sages-femmes, pas plus qu'avec les kinés, pas plus qu'avec un certain... Même parfois les députés ont envie de faire de la médecine ou l'intelligence artificielle, certains ordinateurs aussi. Donc, ils ne se sentent pas plus en concurrence avec les pharmaciens, ils n'en ont pas plus après les pharmaciens qu'après le reste de l'organisation et de la délégation de tâches qui est vécu parfois comme un transfert de compétences. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui peut être gênant du point de vue du médecin. Ce point de vue-là, il est exacerbé parce qu'il y a en même temps une libération du numerus clausus, donc il n'y a pas vraiment d'organisation du système qui soit lisible pour les médecins installés et qui se transforme réellement en un modèle économique viable. Et ça, que ce soit en MSP ou en exercice isolé, il y a un problème de lisibilité
du modèle économique souhaité. Et actuellement, on a un glissement donc, par l'approche populationnelle essentiellement axé sur le premier recours, un glissement des petits actes vers des paramédicaux, disons-le comme ça, hein, et en fait, les actes les plus longs sont gardés avec une tarification qui garde la tarification initiale à 25 €, voire même 17,50 € quand les systèmes de la caisse n'arrivent pas à régler le tiers payant d'une manière correcte. Bon, donc ce problème d'approche entrepreneuriale de ce système qui met de côté les petits actes en recentrant l'activité des médecins sur les actes plus lourds pour un prix qui reste identique et qui en plus empiète sur la problématique, parce que là on n'a parlé que premier recours, ouais. On n'a pas parlé spécialité. Donc là on a un problème globalement de définition du rôle de chacun avec un contenu de chaque profession et même de chaque spécialité. Donc effectivement, il faut savoir qui fait quoi, comment on le fait, à quel prix on le fait, et il faut donner un petit peu de lisibilité au système, parce que là, actuellement, ce qui est fait par défaut, et est fait non pas négocié par nous, la profession médicale, mais est fait par l'ensemble mouvant, comme le numerus clausus, comme l'ensemble des installations, c'est fait par une main céleste qui n'a pas vraiment de coordination et d'idées clairement affichées vis-à-vis des gens qui sont installés. Donc c'est ça, c'est cette incertitude qui fait la défiance. Alors maintenant, entre nous, dans une MSP, sur le terrain, quand on protocolise, quand on est en réunion, quand on est autour du patient sur un territoire, il y a zéro problème. Zéro problème. Je pense qu'on en a discuté avec un certain nombre de pharmaciens qui sont ici dans la salle. Je veux dire, au niveau d'un territoire, on est tous dans le même sens. On sait très bien qu'une officine a besoin des professionnels de santé pour vivre et inversement. Oui. Je veux dire, on est dans le même bateau, donc on a tous intérêt à ce que ça marche. Mais vous avez peut-être vu passer la question d'une personne qui est dans la salle et qui dit pourquoi, pourquoi les médecins ont tant de mal à accepter les nouvelles missions du pharmacien censé les soulager au quotidien. Ça sent le vécu, manifestement. Oui, ça sent le vécu, mais bon... Il faut séparer celui qui est en exercice isolé, qui pense qu'il va avoir une diminution de son activité parce qu'il y a un certain nombre d'actes qui sont récupérés par des paramédicaux, et celui qui a l'habitude de protocoliser dans une structure type MSP et qui sait que de toute façon, on est tous dans la même direction sur une même problématique. Voilà, pour moi, c'est pas ça le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est ce décalage qu'il va y avoir vers le deuxième recours, forcément. Oui. Moi, dans mes MSP, mon problème actuellement, c'est pas le pharmacien qui vaccine, c'est 3 cardiologues qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. J'ai 3 cardiologues dans mes MSP sur 6 qui partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est beaucoup plus important pour moi que la problématique de la vaccination en officine. Hein, oui. Alors, Albin Dumas, à vos côtés. Albin Dumas, pour vous, sont les modalités de mise en œuvre de ces entretiens qui ne sont pas adaptées. Vous estimez par exemple que l'espace de confidentialité n'est pas nécessaire pour tous les entretiens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, merci. La question de ces entretiens et de ces nouvelles missions est très importante pour nous. Elle est très importante parce que, comme le disait Pierre-Jean Lancry, il faut analyser les besoins de la population. Il faut partir là. Et je crois que ces nouvelles missions, ces entretiens, ces bilans de médication sont nécessaires aujourd'hui. Ils sont nécessaires dans un cadre où le service médical, comme l'a dit M. Boutin, s'éloigne un petit peu du patient avec un départ à la retraite de médecins qui rend difficile l'accès parfois aux consultations. Donc tout ça est vraiment, nous prenons la question de ces nouvelles missions très au sérieux, et particulièrement en milieu rural, où, si vous voulez, nous n'avons que le premier recours. Le premier recours c'est l'exclusive de nos professions de santé en milieu rural. Les cardiologues ne sont pas en milieu rural, ils sont dans la ville voisine. Et donc il y a toujours une distance, et il faut que le pharmacien supplée à cette distance d'une façon ou d'une autre. Alors, ensuite, si vous voulez, le problème de la confidentialité est un élément, mais il faut voir que nous donnons un mauvais signal à l'heure actuelle aux jeunes
pour reprendre nos officines. C'est-à-dire que ces nouvelles missions qui sont peut-être un petit plus, qui nous permettraient de rester à flot, d'avoir une rémunération qui reste à flot, nous ne pouvons pas les saisir parce qu'elles sont conçues d'une façon qui ne permet pas aux pharmaciens de consacrer assez de temps à ces nouvelles missions. Et donc je crois qu'il va falloir modifier un petit peu leur modalité pratique. La confidentialité, c'est un élément qui fait partie de tous nos actes. Donc je ne vois pas pourquoi, pour un entretien, si vous voulez, il y aurait quelque chose de spécial. En revanche, il y a la durée de ces entretiens, de ces bilans. Et on doit pouvoir les faire de façon davantage perlée, plus étalée sur un nombre de visites du patient à l'officine, de façon à ce que ni pour le patient, ni pour le professionnel de santé, le pharmacien, il y ait une embolisation de sa salle d'attente ou de son espace. Voilà. Ça, ce sont des questions qui sont pour nous essentielles. L'exemple de la vaccination est parlant. La vaccination, les pharmaciens la réussissent très bien. Ils la réalisent, voilà. D'autant qu'elle est demandée par les patients. En revanche, le bilan de médication qui demande plus de temps, qui demande une certaine installation, une réflexion qui n'est pas demandée, qui est ignorée par les patients, qui ne conçoivent pas spontanément son utilité, qui n'est pas demandée par les médecins, même si lorsqu'ils le découvrent, apprécient ce service et prennent nos remarques souvent avec bienveillance, et voire en tiennent compte. Mais si vous voulez, on est dans une situation qui fait que les facteurs de démarrage n'y sont pas. Donc je crois que là-dessus, il faut que notre assurance sociale pèse bien le fait que les nouvelles missions, c'est un temps de plus surtout. On dit, les SMS disaient que c'était chronophage. Oui, c'est chronophage, c'est forcément en plus. Donc il ne faut surtout pas que ce soit intégré à l'enveloppe globale qu'on nous accorde. C'est un plus parce que la population en a besoin avant tout. Repartons toujours de l'analyse des besoins, l'essentiel est là. Mais il faut donc que ce soit un plus pour le pharmacien en termes de rémunération, sinon ils ne seront pas réalisés. Voilà. Merci. On a une question. Vous avez vu que les questions défilent. Vous les lisez aussi pendant que chacun intervient. Une question pour vous, Monsieur Revel, au sujet du paiement à l'acte, sur la prévention. C'est celle-ci. Ouais, je connais la question. Vous les avez lues, les questions. Il s'agissait de prévention et du paiement à l'acte, Monsieur Revel. Lorsqu'on a, il y a pas mal d'années, imaginé dans le cadre conventionnel de rémunérer ces nouvelles missions qui, de surcroît, étaient des missions qui consistent à suivre un peu au long cours un patient atteint d'une pathologie ou sous un traitement chronique. On a commencé avec les AVK. On s'est spontanément mis dans le cadre de la ROSP. D'ailleurs, moi, je n'étais pas en responsabilité à ce moment-là, mais je pense que c'était aussi, comme pour d'autres professions, un souhait des pharmaciens que d'aller vers une ROSP. Bon. On y a amené du coup un paiement différé parce que ces accompagnements, pour aller au bout, nécessitaient de bien vérifier qu'il y avait bien une stabilité du traitement sur une certaine durée au-delà même de l'accompagnement. Donc il y avait une logique. Bon. On s'est retrouvé en effet confronté à un retour de la profession pointant, et je l'ai souvent entendu dans les congrès chaque année, qu'on avait un paiement tardif, beaucoup trop tardif, en fin d'année N+1. Du coup, on a essayé de le ramener dans dans l'avenant 11, plutôt en N+1. Mais on se heurte encore à la fois à cette notion de paiement différé dans son principe même, et puis avec les difficultés objectives que je ne discute absolument pas sur le fait que le téléservice que nous avons déployé, dans sa première version incontestablement, peut-être encore un peu dans sa deuxième version, ne fonctionnait pas très bien. Bon. Moi, comme je l'ai toujours dit, je souhaite absolument la réussite de ces entretiens et de ces missions. Et je l'ai dit aux deux syndicats qui m'en ont saisi depuis plusieurs mois, je suis prêt, très clairement, à ce que nous changions le mode de rémunération
si ce mode de rémunération peut permettre, ce changement peut permettre un meilleur engagement, une meilleure appropriation et un plus fort recours. J'y suis complètement prêt. On a commencé à y travailler, à la fois d'un point de vue, je dirais, conventionnel, d'un point de vue juridique, parce qu'il va falloir du coup qu'on fasse bouger la loi. Et donc on y travaille. On est plusieurs à y travailler, mais donc il y aura un amendement gouvernemental qui va être déposé la semaine prochaine dans le cadre de la première lecture du PLFSS, qui va du coup nous donner une base juridique pour rémunérer ces nouveaux actes. Hein, on avait une base juridique pour la ROS, là il faut donner une nouvelle base juridique pour des nouveaux actes. On crée évidemment les codacts, parce qu'il vous faut des codacts pour pouvoir facturer. Et donc on va être en capacité, je pense, si tout va bien, je touche du bois, de ce que, quelque part, je pense, à la fin du premier semestre, courant du premier semestre de l'année prochaine, vous puissiez basculer sur une rémunération à l'acte qui nécessitera quand même d'avoir un codact d'entrée du patient dans le dispositif et puis le codact de facturation une fois que votre intervention est achevée, ce qui permettra d'avoir une facturation au fil de l'eau et un paiement dans la foulée. Honnêtement, voilà, j'ai entendu que c'était pour vous une condition pour avoir un intérêt, je dirais, à agir et quelque part le sentiment que le travail fait est rémunéré au moment où il est fait et pas bien des années ou bien des mois plus tard et avec toujours une question de savoir si on a tout payé. Allons-y. Et puis j'espère ainsi, je le dis également, que cette condition-là étant mieux assurée, nous aurons, comme je le souhaite, un engagement plus fort de la profession, puisque dès le début, sur le bilan de partage et médication, on n'a jamais compté plus de 3000 officines qui se sont engagées dans ce dispositif. Philippe Besset, ça c'est une annonce. Ça, c'est une annonce Ouais. pour le Congrès des pharmaciens. Là, le moyen économique et la réforme de la rémunération de l'acte, enfin, pour aller vers un paiement en honoraire sur les entretiens patients, les bilans partagés de médication, c'est une partie de la réponse, c'est un moyen. Pourquoi c'est important ? C'est important du point de vue de la fédération parce que les pharmaciens que nous sommes ont l'habitude de leur poste de travail, du travail sur leur poste de travail. Ils ont une base de données patients, ils ont un historique dans cette base de données patients, ils ont donc un moyen assez simple d'identification des patients et de leur suivi dans le temps. Et il faut qu'ils travaillent sur cet outil-là. Et on ne peut pas travailler sur cet outil-là si par ailleurs on nous demande de déclarer en ligne sur un système externe pour avoir une facturation. Donc là, au-delà de ce qui vient d'être dit par Nicolas Revel, un grand message aux éditeurs de logiciels qui sont présents au Congrès et qui sont dans la salle. Il faut que vous nous construisiez une solution qui nous permette d'avoir sur le poste de travail bien sûr le canevas des entretiens, toute l'aide issue des bases de données des médicaments, de telle manière que le travail puisse se faire sur notre poste de travail du quotidien. Et à partir de là, vous voyez les éditeurs de logiciels, les gens sont d'accord, hein, donc vous avez intérêt à vous mettre au boulot. À partir de là, au-delà des 10% de confrères qui sont les militants et qui arrivent à faire les bilans, contre avec un Vidal sur le bureau, hein, et des entretiens papier qu'ils impriment pour pouvoir mettre leurs commentaires, eh bien, on va pouvoir aller de façon fluide, de façon simple, vers cette nouvelle mission qui est importante pour les patients. Et pour la coordination des soins, parce qu'il faut évidemment, ça sert aussi que si c'est transmis aux prescripteurs, aux médecins, dans le but qu'il puisse faire la conciliation, dans le but qu'il puisse faire son travail. Ça, c'est fondamental, mais attention à nous, mes confrères, parce qu'il y a dans les propos du directeur à la fois une volonté de faire, une volonté d'accompagner, mais je ne vais pas dire une menace, mais un avertissement.
mais pas. Non, Comment vous- Je pense qu'il y a aussi une interrogation. Moi, j'entends tout à fait que la question de la rémunération soit pointée par vous tous comme étant le sujet. Ben, je vais vous dire, je souhaite que vous ayez raison. C'est ça. Voilà. Donc on en est, et moi j'en suis assez d'accord avec cette analyse-là. C'est-à-dire qu'après, il faudra vraiment qu'on se saisisse. Et autant je suis sûr que les participants à ce congrès, je suis sûr que beaucoup d'entre nous, beaucoup plus que les 10%, parce que quand on voit les chiffres de la formation, des confrères qui sont formés pour faire les bilans, pour faire les entretiens, ils sont à des niveaux très largement supérieurs. On a la moitié de la profession qui s'est formée. Et uniquement 10% qui a utilisé le processus. Donc il y avait véritablement un problème. Un autre problème qui a été cité par Albin Dumas tout à l'heure est que, contrairement à la dispensation, contrairement à la vaccination, ce n'est pas quelque chose qui nous est forcément demandé par les patients. Au contraire, les patients le vivent plus comme une contrainte qu'on leur impose parce qu'on leur demande un temps de présence. Et ça nécessite pour nous, dans la formation et dans l'approche, une démarche proactive vers les patients qui est une partie du travail qu'il faudra avoir en tête. Donc ça, c'est aussi un frein par rapport à la démarche que le pharmacien, il est par nature à l'écoute. Donc il attend qu'on lui pose une problématique, il attend qu'on lui pose une question, il attend qu'on vienne à lui et il répond à la demande. Voilà. Dans ce cas-là, eh bien, il doit faire, le pharmacien, l'effort de proposer et d'aller vers le patient en lui disant, pour votre bien, dans l'intérêt de votre traitement, voilà ce que nous avons à vous proposer. C'est une véritable nouveauté pour le pharmacien. Juste, pardon, sans rebondir, mais vous savez, on avait fait une étude, je ne sais pas si c'était quantitative, qualitative, une fois que les entretiens AVK s'étaient installés, pour demander aux patients comment ils avaient vécu ces entretiens. Et le retour était extrêmement positif. Hein. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait du côté des patients une difficulté à accepter l'idée d'un accompagnement par le pharmacien. Voilà. J'ai pas dit accepter, j'ai dit qu'il faut que nous proposions. Ils ne la demandent pas. Et après, je voyais une question sur qu'est-ce qu'attend l'assurance maladie pour faire une communication grand public sur les bilans partagés médications. Moi, honnêtement, je n'ai là aussi aucune hésitation au fait qu'il faudra à un moment donné l'accompagner. J'ai juste besoin pour le faire d'avoir suffisamment d'officines entre guillemets à bord, parce que je ne me vois pas aujourd'hui dire aux patients allez faire des bilans partagés médication quand seules 3000 pharmacies en font. Voilà. Alors justement, on va parler Je termine. Excusez-moi, je termine juste après, une phrase pour vous dire que à partir du moment où l'informatique officinale sera prête avec, bien sûr, les codes et la facturation qui soit simplifiée, la fédération s'engage à motiver l'ensemble des pharmaciens pour relancer les bilans de médication et les entretiens pharmaceutiques. On va parler d'officines de proximité avec vous, Albin Dumas. Vous dites pour maintenir le réseau des officines de proximité, il faut un honoraire spécifique aux officines de proximité. Alors, c'est un peu, pas un cri de désespoir, il ne faut pas exagérer, mais enfin, comme je le disais, on envoie un très mauvais signal aux jeunes en ayant une rentabilité qui s'étiole dans les officines qui sont celles qui ont le plus de clientèle de proximité, qui rendent le plus service parce que ce sont des pions avancés de la santé. Donc, il faut absolument inverser ce processus dont Monsieur le Directeur n'est pas responsable. On ne va pas imputer tout à l'assurance maladie. Néanmoins, vous êtes quand même là pour essayer de soigner la société également, comme nous soignons les patients. Et donc, si vous n'êtes pas responsable de l'aménagement désastreux qu'on peut constater ici, dans notre environnement de Bordeaux-Lac, avec des kilomètres de zones sur lesquelles on voit des gamins faire du monoroue et des courses en voiture le soir. Hein. Si la France continue à faire des ronds-points, à obliger les gens à prendre leur voiture pour aller au boulot faire leurs courses, et tout acte de la vie quotidienne, non seulement on augmente le réchauffement climatique, mais aussi on détruit les pharmacies de proximité et toute la relation sociale. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une responsabilité sociétale globale où chacun doit à son niveau essayer de pallier
voilà, aux dégâts de la modernité. Donc un honoraire spécifique, il n'y en aurait pas besoin si la marge de toutes les officines était suffisante. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui prendre ce critère en compte. Hein. Et il faut trouver un moyen dans les actes menés par les pharmaciens de marquer, je dirais, un léger avantage à ceux qui ont une relation de proximité avec leurs patients. C'est-à-dire que quelqu'un qui nécessite de venir très souvent, il faut qu'il y ait un petit plus, que ce soit payé. Voilà. Une réponse là-dessus, peut-être rapide? Ça nécessite de définir, mais c'est une question intéressante et sur laquelle on doit réfléchir. C'est quoi une pharmacie de proximité ? En 2 mots, c'est une pharmacie dont la clientèle est dans un périmètre raisonnable. Et c'est vrai que la définition de la proximité est très différente dans les quartiers, où ça va être simplement parfois l'immeuble qu'on a au-dessus de la pharmacie, d'une officine rurale, où parfois les clientèles peuvent être à 50 km. Mais où les patients, là, ne sont pas demandeurs de services dans les mêmes termes du tout qu'en milieu urbain. Les gens qui ont choisi de vivre à 50 km d'une pharmacie, ils l'assument. Mais il faut que cette pharmacie existe toujours quand même pour que leur vie soit possible. Allez-y, Philippe. Oui, je voulais simplement intervenir parce qu'il y a 3 sujets là sur lesquels nous sommes en parfaite harmonie. Le premier, c'était l'approche populationnelle, je l'ai dit tout à l'heure. Deuxième, c'est le paiement à l'acte. Je vous engage même à négocier le tarif le plus élevé possible. Nous pourrons peut-être en profiter. Et le troisième, c'est sur la problématique des logiciels métiers. Là aussi, je pense qu'on a un gros travail à faire en commun, parce que si vous avez des problèmes avec vos logiciels métiers, les nôtres sont catastrophiques. Donc je pense qu'on pourrait aussi se mettre tous autour de la table sur ce sujet-là. On va avancer. Pardon, je suis désolée, c'est vrai que tout ça est absolument passionnant. Je voudrais qu'on avance. Il y a d'autres sujets aussi qu'on voudrait aborder, et notamment avec vous, Pierre-Jean Lancry, sur les autres missions qui pourraient être confiées aux pharmaciens. Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres ? Oui, avant de répondre à ce point-là, je voudrais dire qu'il n'y a pas un seul modèle, malheureusement, de l'officine. Et c'est vrai que si on veut privilégier le paiement à l'acte par rapport au paiement à la boîte ou que sais-je encore, vous allez avoir à étudier et à séparer les différents modèles d'officines, parce que des officines de proximité qui vont avoir dans le milieu rural une clientèle peut-être moins nombreuse, mais avec des listes de médicaments plus denses, ou au contraire, quand vous avez à d'autres endroits en ville où ce n'est pas du tout la même logique, bien vous voyez que le mode de rémunération va être capital pour l'économie de ces différentes officines. Donc il faut différents modèles, et on ne peut pas adopter tel ou tel mode, et c'est ce qui rend la chose la plus compliquée. Alors pour répondre à votre question sur les nouvelles missions, je voudrais vous évoquer 2 expériences qui, à mon avis, sont centrales pour l'avenir. C'est une expérience qui ne date pas d'hier, qui est une organisation territoriale par pathologie, notamment sur le cancer. Je l'évoque parce que vous avez vu qu'en 2020, donc vous allez rentrer pour les chimiothérapies orales dans la logique de l'accompagnement, des entretiens. Et il y a eu depuis 2001 précisément, la Franche-Comté qui s'est engagée dans une structuration territoriale de la cancérologie. Et pourquoi j'évoque ce point ? Parce que l'axe central, c'était la gestion du médicament. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un système d'information, et on en revient, tout ce qui a été évoqué là le met en avant, un système d'information régional. Il est unique en France, ce système d'information, puisqu'il conduit, par exemple, à avoir des ordonnances dématérialisées. Donc vous avez, que ce soit les hôpitaux, au départ ça a démarré avec les pharmaciens hospitaliers, puis progressivement ça s'est mis en place avec des établissements
hospitaliers privés, avec les pharmaciens officinaux. Aujourd'hui, donc on m'a expliqué, un de vos confrères qui était en Franche-Comté m'a dit que du fait de la réunion Bourgogne-Franche-Comté, le projet avait pris du retard parce qu'en Bourgogne, il n'était pas avancé sur ce projet. Mais aujourd'hui, les choses redémarrent. Et ce qui est important, c'est que ça a permis, ce système d'information a permis aux officinaux et aux pharmaciens dans leur ensemble de gérer les aspects toxicité, les aspects observance, qui sont des éléments majeurs pour l'avenir de votre profession et du service rendu à la population. Donc ça, c'est un premier point, mais ça va nécessiter, je vous ai dit, l'ordonnance dématérialisée et un système d'information qui puisse fonctionner sur l'ensemble d'une région. Le deuxième point, c'est la conciliation médicamenteuse. Il faut impérativement que vous développiez cet aspect des choses. Alors là aussi, la première expérience en France, c'était en Meurthe-et-Moselle, l'hôpital de Lunéville, où vous avez ce travail qui a été mis en place, qui s'est généralisé, et aussi bien à l'entrée du patient qu'à la sortie, vous avez un bilan médicamenteux qui est fait et qui permet là aussi un meilleur suivi. N'oubliez pas que vous êtes, par le fait d'avoir accès potentiellement à toutes les prescriptions qui sont faites pour un patient, vous êtes les seuls à pouvoir maîtriser l'information, la gérer et l'utiliser dans l'amélioration de la santé des patients grâce au système d'information dont vous avez à disposition. Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des difficultés techniques avec les DMP. On m'a expliqué le fait que votre carte de professionnel de santé était elle était au départ le matin quand vous arrivez sur le poste central, mais que ce n'était pas ça qui était utilisé aussi dans le reste du temps ou par vos collaborateurs et autres. Donc il faut qu'il y ait une amélioration de cet aspect, mais ça, l'ACNAM en a bien conscience, et il y a des efforts et des développements quotidiens qui sont faits, mais ce sont à mon avis des missions importantes pour les officinaux de demain. Mais Philippe Bessé, est-ce que vous pensez que toutes les officines vont pouvoir réaliser toutes ces missions ? Vont pouvoir, c'est mon combat. Ouais. Peuvent actuellement, non. Non, ouais. C'est ce que je pense. Voilà. Donc le combat effectivement de la fédération, c'est que l'ensemble des officines puissent faire l'ensemble des missions qui leur sont confiées par les pouvoirs publics au bénéfice des patients. Ça suppose plein de choses, et notamment de régler une fois pour toutes deux problématiques qui sont pendantes depuis trop de temps. Quel est l'équipement en pharmacie d'officine dont a besoin le pays? Quel est le niveau, le nombre et le niveau d'équipements en pharmacie d'officine dont a besoin le pays? Nous avons connu des temps où il fallait ouvrir beaucoup d'officines. On a fait un débat sur le réseau hier, mais ça, c'est un problème fondamental que nous avons toujours traité en défensif. Or, nous avons un cadre qui est le cadre conventionnel, que nous n'avons pas utilisé jusqu'à présent, qui dit que la convention doit prévoir des objectifs négociés d'évolution du réseau. Ça permet de faire du qualitatif et de regarder, territoire par territoire, quels sont les besoins de la population. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a réglé ça, il faut que l'acte principal du pharmacien, qui est la dispensation du médicament, soit correctement rémunéré. Or, aujourd'hui, c'est le point d'achoppement que nous avons à l'assurance maladie et la fédération, nous ne pensons pas que ce soit le cas. Alors, on a eu beaucoup de... En fait, je croise Nicolas Revel à peu près sur tous les plateaux depuis un mois. Donc, je suis d'accord avec une chose que vous avez dit, je ne sais plus où, mais une chose, c'est bien. Déjà pas mal dit, Nicolas Revel. C'est qu'on ne peut pas tout part dans ces négociations conventionnelles qui est la base de notre exercice collectif. Tout part d'une stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord
définir avant de commencer à travailler sur la convention, il faut définir, être d'accord sur la feuille de route. Voilà. Et la feuille de route, c'est généralement une note de cadrage de la ministre ou du ministre de la Santé, après concertation des acteurs, qui donne le cadre de la convention. La catastrophe qui s'est produite, parce que pour la fédération c'est une catastrophe de ne pas avoir signé l'avenant 11. La catastrophe, elle vient de quoi? Elle vient du fait qu'une note de cadrage avait été établie par une ministre de la Santé qui n'était plus en poste au moment de la fin de la signature et où le nouveau ministre qui venait d'arriver n'avait pas forcément la même ambition, en avait une autre, avait potentiellement envie de discuter d'une autre stratégie, voilà, et devait assumer la fin d'un choix d'un mandat précédent. Moi, je réclame l'ouverture d'une nouvelle négociation conventionnelle avec l'assurance maladie sur les bases d'un cadrage qui prévoit une évolution raisonnée du réseau des officines et la possibilité pour tous les pharmaciens d'offrir les services de la pharmacie au bénéfice de leurs patients. Nicolas Revel. Il y a beaucoup à dire. Moi, d'abord, je n'ai pas vécu, honnêtement, ce sujet entre l'avant et l'après mai 2017, comme vous venez de le raconter. Parce que si on a travaillé avant le changement de gouvernement sur ce qui est devenu ensuite l'avenant 11, ça a été quand même sur la base d'un cadrage stratégique qui a consisté petit 1 à dire oui, on veut maintenant faire évoluer le mode de rémunération de l'officine de telle sorte que vous ne soyez plus comme c'était largement le cas et ça l'est maintenant moins dépendant, sensible, exposé aux impacts des baisses de prix. Et donc on fait en sorte que progressivement la part de la marge dans votre rémunération se réduise et à la faveur de cette nouvelle étape qu'on avait commencé à aborder, à amorcer en 2014-2015, on y ajoute un supplément de rémunération de telle sorte que le produit des honoraires qui viennent se substituer à la marge amène un plus. Ce qui n'était pas le cas quand on a fait la première étape sur l'honoraire à la boîte. Pardon de le rappeler, mais voilà. Bon, donc moi je n'ai pas le sentiment que le cadrage stratégique qui a été posé avant mai 2017 est ce qui a conduit quelques mois après à la situation de blocage qui a empêché de... Moi, je me souviens en revanche de ce que la FSPF a considéré, ce qui est parfaitement légitime, que l'économie générale de l'avenant faisait que le montant des honoraires que nous proposions n'était pas suffisamment élevé. Il y en avait pour un montant supérieur à la baisse de marge, mais le delta n'était pas suffisamment élevé. C'est ce que j'avais compris. Je ne crois pas m'être trompé. Le paradoxe et la ruse de l'histoire, c'est que quand on fait le point sur ce que a été la réalité de ce delta 2 ans plus tard, il est plus élevé que ce que nous avions posé dans la maquette initiale. Peut-être d'ailleurs que si nous vous avions dit ce qu'allait être la réalité du delta, vous l'auriez peut-être signé d'ailleurs sur cette base-là. C'est le paradoxe de l'histoire. Bon. Alors maintenant, la proposition que vous formulez aujourd'hui, Philippe Bessé, laissez-moi un petit peu le temps d'y réfléchir, parce que la question de c'est quoi la bonne taille du réseau officinal demain, c'est pas un petit sujet. Alors, c'est pas un petit sujet. Et en gros, le sous-jacent étant de dire, si on réduisait un petit peu le nombre d'officines pour trouver ici et là la bonne taille critique permettant à des officines d'avoir partout les capacités, la surface, les collaborateurs, permettant de pouvoir, à un moment donné, prendre l'ensemble du champ des missions que l'on souhaite développer, c'est un beau sujet, mais ce n'est pas un sujet complètement simple. Alors, je suis désolée, mais il va falloir qu'on conclue parce que les ateliers vont commencer. Et c'est vrai qu'on pourrait discuter encore longtemps sur ces sujets qui sont absolument passionnants, mais je vais être obligée de terminer cette table ronde avec la question quiz. Souvenez-vous, au tout début de cette table ronde, je vous ai expliqué comment on faisait pour répondre à la question quiz. Donc, vous allez ouvrir votre barre de votre navigateur, comme tout à l'heure, sur le site que je vous indiquais tout à l'heure. Vous allez cliquer sur quiz. C'est un mini-sondage en direct, en fait, hein, vous l'aurez compris.
pharma.appli.live. Vous allez cliquer sur l'onglet quiz. Une fois que la question va s'afficher, le temps va dérouler. Vous aurez un temps donné pour répondre à cette question. Alors, la question quiz. Toutes les officines sont-elles en capacité de pratiquer, on en a parlé, les missions d'accompagnement des patients? Selon vous, évidemment. A, oui, B, non. Allez-y. Vous avez une vingtaine de secondes pour répondre. Et puis ensuite, évidemment, on débriefera. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Allez-y, rapidement. Oui. Il y a une question, moi, qui m'a vraiment interpellé, c'est sur la spécialisation des pharmacies. Est-ce que c'est un risque pour le maillage territorial? Oui, ce serait une catastrophe, à mon avis. Ce serait une catastrophe, la spécialisation. Attends, bien d'accord, monsieur Lancry. Bien d'accord aussi. Vous êtes d'accord tous les... Alors voilà, regardez le résultat de ce sondage. Est-ce que les officines sont en capacité de pratiquer ces missions d'accompagnement? Majoritairement, non. PIBC. Oui. Vous êtes étonné qu'il y ait... Même étonné qu'il y ait des... 21% de oui, 79% de non. Voilà, donc il y a effectivement un travail à faire et nous devons, partenaires conventionnels, le réaliser. C'est l'évolution. Je vais revenir un mot sur ce que vous avez dit forcément, pour vous dire que ce qui a été fait dans l'avenant 11 est quelque chose d'utile. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait le faire, mais c'est plus suffisant. Parce que maintenant, nous voyons que, maintenant que ça c'est fait, nous avons devant nous à aborder le fait que toutes les officines doivent pouvoir réaliser les missions. Il y a deux façons de faire. Soit, effectivement, on leur donne, pour certaines, une taille plus critique, soit on les aide. Soit on aide celles qui sont dans les territoires nécessaires pour leur permettre de faire les missions. Il faudra travailler sur les deux sujets. Mais Philippe, c'est moi, je n'ai pas de... C'est l'annonce des ateliers, c'est pour ça. Je n'ai pas de difficulté à réfléchir à un dispositif d'accompagnement spécifique à des pharmacies qui sont dans des situations spécifiques. Je dis juste que ça pose toujours... L'idée est toujours intéressante, stimulante, et on trouve ça juste. Dès qu'on passe aux travaux pratiques, ça pose quand même de redoutables questions de critères d'effet de seuil, mais je ne vous dis absolument pas non. Bon, écoutez, évidemment, ces débats pourraient continuer. Et vous savez, vous disiez tout à l'heure, vous vous croisez sur les plateaux depuis un certain nombre de semaines et de jours et de mois pour parler de tout cela. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. J'espère qu'on a répondu à un certain nombre de vos questions.